Merci d'être sur la télévision. Labari poursuivra le journal de ce jour, vendredi 14 septembre 2018. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue et très ravi de vous retrouver après plus d'un mois et demi de suspension. Le groupe de presse Labari a repris donc son programme normal après un mois et demi déjà d'interruption de son programme. Un programme que nous redémarrons avec cet éditorial de la rédaction. Enfin, le groupe de presse Labari reprend son programme normal après 46 jours de fermeture par les services des impôts. Un mois, 2 semaines de privation de la population de l'information. Payer son impôt est un acte de civisme, un acte patriotique pour tout citoyen, pour toute entreprise. En effet, au Niger, nous avons assisté les mois passés à des séries de fermetures des organes de presse audiovisuels et écrites pour le même motif de redressement fiscal. Une première au Niger dans le domaine des médias. Une décision des démocrates contraire au principe de la démocratie dans un régime démocratique. Les organes de presse ont pourtant joué un rôle important dans les différents processus électoraux au Niger et continuent à jouer un rôle incontestable dans la vie sociopolitique. Ces médias indépendants ont beaucoup servi en effet les autorités de la 7e République il y a quelques années de cela en tant qu'opposants à accéder au pouvoir en 2010. Et depuis, certains de ces mêmes médias, parce qu'ils ont décidé de ne pas être à la solde du pouvoir en place, parce qu'ils informent la population de manière professionnelle, parce qu'ils donnent la parole à tous les acteurs pour apprécier ou pour dénoncer la gestion des autorités de la 7e République, notamment la malgouvernance, l'impunité, la corruption, l'injustice, le détournement des deniers publics, etc., sont malheureusement aujourd'hui dans le viseur du régime en place par la simple volonté du ministre des Finances. En effet, certains des organes de presse ont été qualifiés d'ennemis il y a quelques années par ce même ministre à l'époque au ministère de l'Intérieur. Hassoumi Massaoudou continue à persécuter les organes qui le dérangent, les organes qu'il pense qui dérangent leur régime, des organes qui ne se sont pas tus dans l'affaire de 200 milliards de francs CFA dans laquelle son nom est cité. Une affaire qui aurait fait gagner au Niger 800 millions de francs CFA gratuitement sans rien faire selon ce ministre. Et depuis ce temps, le tout-puissant ministre n'a pas caché ses intentions à l'endroit de ces organes auprès de qui il continue à garder une certaine haine. Il l'avait dit le jour de sa conférence de presse relative à l'affaire de 200 milliards de francs CFA, si j'avais le pouvoir de fermer les organes, je le ferais. Il a également dit qu'ils vont d'ailleurs vérifier, voir si certains sont en règle vis-à-vis de leurs taxes. Aujourd'hui, l'argentier a eu ce pouvoir en envoyant des contrôleurs fiscaux dans quelques organes ciblés d'abord et puis dans les autres en procédant à la fermeture de certains ou du moins ceux-là qui dérangent. La radio et télévision Ténéré, Bonferré, Canal 3, Niger 24 et Labari. En tout cas, c'est le constat qui s'est dégagé de ce feuilleton. S'agissant du groupe de presse Labari, l'organe est sommé de payer une 60aine de millions, y compris les pénalités. Aussitôt, des démarches ont été entreprises pour saisir des voies de recours, ce qui était resté sans suite, jusqu'à la fermeture du groupe pendant que les deux parties étaient en contentieux, comme l'a voulu le ministre des Finances. Labari n'a pas demandé aucune faveur, seulement le groupe a demandé d'être traité de manière équitable comme tous les autres organes. Finalement, c'est ce qui fut fait. Aujourd'hui, le groupe redémarre avec la même conviction, avec le même rythme, avec la même détermination et le même engagement pour servir la population en toute indépendance. À ces démocrates démolisseurs de la démocratie, qu'ils sachent que se cacher derrière les lois pour fermer les organes de presse ou pour museler la presse tout court, c'est obstruer le devoir des journalistes d'informer le public conformément à sa mission, mais aussi d'être contre le droit du peuple, celui d'être informé sur la gestion de la chose publique, sur la gestion du bien public. Cela ne sert pas la nation. Cela s'appelle étouffer la démocratie. Pour ce faire, la presse nigérienne ne sera pas complice. Labari ne cautionnera pas ce comportement. Labari ne va pas se taire. Le groupe va parler et il continuera à parler dans le souci d'honorer son engagement vis-à-vis du peuple, tout en restant bien sûr dans le cadre de l'éthique et de la déontologie. Ainsi, les différents organes de presse audiovisuels cités plus haut
ont été fermés sous le regard impuissant du Conseil supérieur de la communication, CSC, seule institution de la République du Niger habilitée à ordonner la fermeture d'un groupe de presse. Dans un communiqué de presse le 31 juillet dernier, l'instance de régulation des médias dit ne pas s'interférer dans les attributions des services publics de l'État, quel que soit, et réaffirme sa ferme détermination à veiller à la protection de la liberté de la presse et de l'indépendance des médias. Et récemment, sur une chaîne internationale, le président de la République, Issoufou Mahamadou, a laissé entendre qu'au Niger, la liberté de presse existe et en matière de classement sur la liberté de presse, nous sommes 63e dans le monde et parmi les 10 premiers en Afrique. Nous sommes là pour la liberté de presse, a-t-il clamé. Alors, question. La fermeture des organes de presse privés n'est-ce pas là une entrave à cette liberté de presse qui conduira sans nul doute à la chute du Niger dans le prochain classement du RSF? Et puis toujours relativement à cette fermeture du groupe de presse, Labari, le directeur général et l'ensemble du personnel du groupe de presse présentent leurs remerciements et leur reconnaissance à tous ceux qui ont apporté leur soutien et leur encouragement d'une manière ou d'une autre à l'organe, mais aussi aux agents en général. Autre aspect de cette édition, depuis quelques jours, on parle d'une nouvelle base de drones américains qui sera basée à Durkou dans la région d'Agadez. Si la création de cette base américaine donc de drones s'avère donc une réalité, une base qui sera d'ailleurs contrôlée par la CIA, elle viendrait élargir les bases militaires étrangères au Niger. Les installations de ces bases étrangères au Niger sont-elles conformes à la loi du Niger? Élément de réponse avec Dr Boubacar Hassan, constitutionnaliste, dans ce reportage signé Ismaël Moumouni et Sadou Doumi. Le Niger n'est plus souverain. En dehors des multiples bases militaires étrangères qui surplombent le pays, la population doit faire face aux drones armés des puissances étrangères qui les survolent constamment. Au Niger, vous avez déjà l'armée américaine qui a une base de drones dans la capitale Niamey, et en plus elle en construit une deuxième dans la ville d'Agadez pour un coût de 110 millions de dollars. Donc on se demande bien pourquoi les Américains ont besoin d'une troisième base de drones située dans la ville de Dirkou, cette fois-ci opérée par la CIA. Et justement, j'ai posé la question à Joe Penney, qui est le journaliste qui a écrit l'article pour le New York Times. Cette implantation de forces armées étrangères avec leurs armes de destruction massive s'est effectuée sans le consentement du peuple, mais plutôt avec l'aval du président de la République, ce qui est d'ailleurs anticonstitutionnel dans un pays démocratique. Cette présence n'a aucun fondement légal, puisque les dispositions de l'article 169 de la loi fondamentale, donc de la Constitution nigérienne du 25 novembre 2000, le disent clairement que les traités de défense et de paix ne peuvent être ratifiés que suite à une loi de ratification. Donc cela veut dire que tout traité de défense qui est signé par le président de la République, puisqu'il faut le dire, l'article 168 a fait de la négociation de la signature des traités et accords internationaux une prérogative du président de la République. Donc le président de la République négocie et ratifie les traités et accords internationaux. Mais parmi ces traités et accords internationaux, ceux qui portent sur la défense du territoire national doivent être ratifiés par une loi de ratification, et la loi, comme vous le savez, dans un État démocratique où le principe de la séparation de pouvoir est démise, c'est une prérogative constitutionnelle de l'Assemblée nationale. Et à la date d'aujourd'hui, on n'a pas eu vent de la ratification d'un projet de loi par rapport à quelques traités que ce soit de défense donc entre le Niger et les États de ces différentes armées donc étrangères. La présence de ces drones n'a pas empêché des attaques au Niger. Alors, à quoi servent-ils? L'armée nigérienne est une armée qui est capable de mettre en déroute toute menace, quelle que soit sa provenance. Elle ne demande juste que d'être bien équipée. Installation ce vendredi du comité ad hoc chargé de l'élaboration d'une convention collective spécifique au secteur privé de télécommunications au Niger. La cérémonie est organisée par le syndicat national des agents de télécommunications Sinata Telecom Niger. Elle est présidée par le directeur de cabinet du ministre des Postes, des Télécommunications et de l'économie numérique, nous rapporte Nafissa Zakou et Sadoudoumi.
La présente cérémonie organisée par le SINAT Télécom Niger, le syndicat national des travailleurs de télécom au Niger, marque l'installation officielle du comité ad hoc chargé de l'élaboration d'une convention collective spécifique au secteur privé de télécommunications au Niger. Occasion pour le SINAT de revenir sur l'attente des travailleurs des sociétés de téléphonie privée. L'attente des travailleurs des sociétés de téléphonie privée que nous représentons aujourd'hui est qu'au terme de ce processus, d'avoir des textes adaptés aux activités de notre secteur et qui vont encadrer les relations de travail dans le secteur des télécommunications au Niger, notamment harmoniser les classifications professionnelles et les rendre applicables, définir les spécificités des conditions d'emploi et les encadrer, définir de nouveaux projets de prévoyance sociale et de les mettre en œuvre, encadrer la politique de rémunération pour que les travailleurs du secteur des télécommunications au Niger ne soient plus laissés pour compte dans ce village planétaire où pour les mêmes métiers et pour les mêmes filiales, les travailleurs sont mieux traités ailleurs qu'au Niger. En effet, ce comité dont nous sollicitons tous ses membres à se mettre au travail doit être un espace de collaboration et de concertation entre l'État, les employeurs et les travailleurs afin que nous puissions rapidement présenter un cadre applicable aux travailleurs. Présents à cette cérémonie, les différents responsables des compagnies de téléphonie mobile ont tour à tour salué l'initiative tout en réaffirmant leur engagement à accompagner le SINAT dans sa mission. Ça n'est suivi le discours d'ouverture par le directeur de cabinet du ministre des Postes et des Télécommunications qui a accentué son allocution sur l'importance de la convention collective spécifique au secteur des télécoms. L'élaboration d'une convention collective spécifique au secteur des télécoms est une résolution du 3e congrès statutaire du SINAT Télécom Niger, tenu le 12 août 2017 à Dosso. La cérémonie de ce matin constitue donc une étape importante du processus pouvant permettre d'aboutir à l'élaboration d'un document consensuel et de qualité. Les espoirs sont donc permis quant à l'issue des travaux de votre comité. Vous avez donc la lourde mais exaltante responsabilité de perpétuer cette dynamique de synergie créée par le ministre des Postes, des Télécommunications et de l'économie numérique, le secteur des télécoms. Il faut noter que cette installation du comité ad hoc marque une étape importante et historique dans la vie des travailleurs du secteur privé de télécommunications au Niger. Journée de plaidoyer hier jeudi à l'endroit des députés, et ministres et autorités de la ville de Niamey. Une journée de plaidoyer bien sûr sur le mariage précoce. L'initiative émane de Wildaf Niger qui estime qu'il est temps d'arrêter cette pratique. Précision avec Nasser Dantofo et Chebou Guissou. Il s'agit à travers cette journée dite de plaidoyer du réseau Wildaf Niger de tirer une fois de plus la sonnette d'alarme sur une préoccupation du moment, le mariage précoce et ses multiples conséquences sur la gente féminine, pour qui seule une refonte des textes législatifs pourrait constituer un début de solution conjugué à une sensibilisation des couches sociales les plus défavorisées. Il n'est pas besoin de rappeler que le mariage et les grossesses précoces constituent bel et bien des obstacles à l'emploi et à l'éducation des filles et des jeunes femmes. De même qu'ils sont à l'origine de problèmes de santé pour les jeunes mères. Pour remédier à cette problématique, l'État doit impérativement interdire les mariages précoces et prévoir des sanctions contre les responsables de violation de cette loi. Le Conseil des droits de l'homme de l'ONU a dans ce cadre été saisi par un rapport du Haut Commissariat sur la prévention de l'élimination des mariages d'enfants, des mariages précoces et des mariages forcés. L'éducation est un droit humain fondamental. C'est une force vigoureuse au service de la justice, de la paix et de l'égalité des chances. Elle débouche sur l'emploi, la participation politique et des choix élargis. Pourquoi, en appui au réseau, plusieurs partenaires concourent avec comme seule arme la sensibilisation pour stopper ce phénomène. Le thème est un thème très pertinent, un thème très important parce qu'aujourd'hui, vous savez, parler du mariage précoce au Niger, c'est une des préoccupations des femmes. Parce qu'en tant que femme, en tant que présidente des femmes,
aujourd'hui, c'est un domaine dans lequel toutes les femmes, j'ai dit toutes les femmes doivent intervenir, doivent participer pour pouvoir sensibiliser nos sœurs, pour pouvoir sensibiliser nos filles à ne pas commettre ces genres de fléaux. Il a été fait cas de l'insuffisance des textes de loi qui encadrent cette question de mariage précoce au niveau des jeunes filles. Maintenant, le problème, moi je pense que c'est un problème de mentalité. C'est un problème de reconversion de mentalité pour que tout le monde s'accorde sur le bien fondé de si la jeune fille est protégée, ce que ça pourra apporter au point de vue économique, social et culturel même au niveau de la population. Ainsi, c'est dans cette optique que le réseau WILDAF Niger et ses partenaires œuvrent pour s'assurer que les écoles et les communautés deviennent des espaces de sécurité pour les filles. Ces espaces de sécurité s'adressent en particulier aux groupes exposés à la discrimination. Ils incitent les jeunes à se mobiliser au sein de leur communauté et à explorer de nouvelles stratégies de dynamisation du changement social. Les usagers de la ville de Niamey, notamment les motocyclistes et les conducteurs de véhicules, ont jusqu'au 1er octobre prochain pour se conformer au décret 2017-518 du 16 juin 2017 relatif au port obligatoire de casque de protection pour les conducteurs et les passagers des cyclomoteurs et autres engins à deux roues et le port des ceintures de sécurité des véhicules. Une décision du président de la délégation spéciale de Niamey appréciée diversement par les usagers dans ce reportage signé Areta Sala et Chebou Guissou. Dans le souci de protéger les conducteurs et les passagers de véhicules et autres motocyclettes, le président de la délégation spéciale de la ville de Niamey a, dans un communiqué, annoncé l'application de la loi portant code de la route. Ainsi, le port de la ceinture de sécurité et du casque de protection sont obligatoires. Que pensent les citoyens de cette réglementation? Ici, sur le pont Kennedy, là, moi j'ai eu un accident. C'est mon casque là qui m'a sauvé. Bon, Dieu merci. On parle de Dieu, mais vraiment, Dieu a dit, donc c'est ça. Il faut porter le casque pour éviter vraiment les traumatismes crâniens, parce que parfois, la plupart des accidents, c'est les traumatismes crâniens qui nous conduit au Niouf. La ceinture de sécurité aussi, madame, si vous avez remarqué, même en cas de freinage brusque, vous voyez les gens qui bougent, mais si vous avez votre ceinture, vous ne bougez pas. Et ça vous protège vraiment d'éviter des chocs. En tant que conducteur, c'est bien de porter la ceinture de sécurité. S'ils le font, c'est pour notre bien. Franchement, c'est pour notre bien. Et nous voulons aussi à ce que la population de Niamey, du Niger même, ils ont pris une décision qui va tous nous arranger en tant que conducteurs. Moi, je pense bien qu'ici, ils devraient passer par une sensibilisation. C'est mieux, car vous convenez avec moi. Nous connaissons tous l'esprit nigérien. S'ils passent par cette voie, je pense bien que ça serait très facile que la population du Niger puisse adapter de porter la ceinture de sécurité. Point de vue général, que on n'a pas la culture un peu de la ceinture. Il faut nécessairement beaucoup de sensibilisation pour que les gens arrivent à s'y habituer. Il est difficile à l'intervalle de 20 jours, comme je l'ai lu, si c'est le cas, que les uns et les autres arrivent à le mettre. Nous avons aussi, pauvreté exige, des véhicules qui n'ont même pas de ceinturons. Donc là, c'est difficile vraiment, et il faut beaucoup de temps pour que les gens s'y adaptent et créent même les conditions techniques au niveau de leur véhicule pour que cela soit une réalité. Donc pour cela, je crois qu'une sensibilisation, une grande sensibilisation s'impose. Et il ne faudrait pas que cela se fasse sous forme de pression au niveau de la police et que ça soit pour la police une autre opportunité. Parce que c'est de cela que les gens interprètent aussi qu'il faut véritablement sensibiliser, faire comprendre aux uns et aux autres l'avantage du port de ceinture et aussi bien des casques. Un délai est accordé aux usagers pour se conformer à cette réglementation, faute de quoi les services de la police routière appliqueront la loi dans toute sa rigueur à compter du 1er octobre.
Un mot du sport avec cette nouvelle, le Niger a l'honneur à travers notre compatriote, le président de la Fédération nigérienne de football, FENIFOOT, le colonel-major Jibrillahi Mahamidou Di Pelé, élu président de l'Union des fédérations ouest-africaines de football UFOA. C'est vendredi même ici à Niamey à l'issue de l'Assemblée générale de cette organisation. Je vous propose de suivre la réaction du président Pelé juste après son élection. Je voudrais vraiment vous remercier. Président, merci d'être présent au Niger déjà. Merci de nous faire cet honneur-là en tout cas. Et je voudrais remercier tous les membres de notre zone qui m'ont fait confiance en me portant donc à la tête de notre union zonale. Je puis vous garantir deux choses. C'est la concertation à tout moment et la transparence dans la gestion de nos activités. Je voudrais que nous puissions nous asseoir à l'avenir pour effectivement faire en sorte que les activités de notre zone soient effectives et que ces activités puissent profiter vraiment aux jeunes, particulièrement aux jeunes catégories donc, de notre football, puisque en général toutes les compétitions financées par par la FIFA, la CAF et l'UEFA sont destinées normalement aux compétitions des jeunes, ce qui est une très bonne chose, je pense, pour notre zone et pour le football africain en général. Faisons en sorte donc que nous puissions rendre effectives les activités de notre zone pour que notre football puisse aller de l'avant. C'était là donc le président de la Fédération nigérienne de football, FENIFOOT, colonel-major Jibrillahi Mahamidou Di Pelé, élu également président de l'Union des fédérations ouest-africaines de football, UFOA, ce jour même à l'issue de l'Assemblée générale au Palais de Congrès de Niamey. Bon vent donc et bonne mission à ce nouveau président de l'UFOA. Et c'est sur ce que se referme ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Au revoir et bon début de week-end à tous.